Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce tout premier numéro, ce numéro hors série qu'on attendait tant. Ce numéro de playoff, messieurs, cette preview Oui. Pour ce premier tour face aux Blazers, messieurs. Déjà, Ça- ressenti, comment vous le sentez ce premier tour? Moi, je le sens bien. Comment ne se arriver défaitiste quand t'as ton équipe première de conférence Ouest sans extrêmement forcer son talent. On en parlait dans le pod du bilan de saison. Comment ne pas arriver serein face... bon, effectivement, on arrive face à une immense défense, notamment à l'extérieur de Carmelo Anthony, CJ McCollum et Damian Lillard, tous les trois connus pour être d'excellents défenseurs au périmètre. Mais non, blague à part, non, serein, prêt et heureux. De toute façon, ça allait être qui? Ça allait être les Grizzlies, ça allait être éventuellement les Mavericks qui finissent septième en fin de compte. Ou les Suns. Je mentirais si je disais que Portland était pas la meilleure équipe de ces trois-là. Ils sont clairement les meilleurs, mais le fait qu'ils soient les meilleurs, ils sont les meilleurs de quoi finalement? Ils sont meilleurs de quoi? Ils ont du cul aussi parce que les Grizzlies perdent Jaren Jackson Jr. Tu vois, enfin, il y a aussi les Kings signent Luke Walton, c'est vraiment pas de chance. Vraiment pas de chance pour. Non, et puis aussi, ils ont aussi les planètes s'alignent puisque finalement les Suns avaient tout fait pour décrocher leur qualif, tu vois, ils étaient finalement à une défaite près de même pas être dedans. Oui, et ils gagnent au dernier, tu vois, enfin sur la dernière seconde, enfin donc là, ils ont quand même de la réussite. Ah oui, ils ont de la réussite. Mais donc est-ce que on arrive, dans quel état d'esprit on arrive? Moi je sais pas pour toi Adrien, mais moi j'arrive dans un état d'esprit totalement serein pour l'instant. J'allais poser la question puisque on est quand même souvent interpellé sur le compte depuis le début. Ah là on l'est beaucoup en ce moment. Sur voilà des tweets alarmistes sur ces Blazers qui sont quand même chauds, ou en tout cas Damian Lillard qui est suffisamment chaud pour faire peur à beaucoup de fans des Lakers. Adrien, est-ce qu'on peut légitimement avoir peur des Blazers et être inquiet pour cette équipe des Lakers? Si on commence à avoir peur des Blazers, ça va être quoi quand on va devoir jouer les Clippers ou les Bucks? Ou même les Rockets. On va trembler, qu'est-ce qui va se passer? On va un petit peu se respecter, on est les premiers de la ligue, donc on doit de la conférence Ouest, donc on doit avoir peur de personne, tout en respectant tout le monde. Voilà, maintenant les Blazers sont arrivés en playoff, bon, c'est pas entièrement par un hasard. Bon, on va respecter cet adversaire-là, il faudra les jouer avec sérieux et appuyer là où ils sont les plus faibles pour logiquement faire respecter la hiérarchie et qu'on passe au premier tour. Totalement d'accord. Mais moi je rajouterais vraiment la mention sérénité parce que c'est quand même pas une équipe on va en parler tout de suite, mais c'est pas une équipe qui sur le papier est censée nous prendre d'effroi arriver au premier tour des playoffs. Ils n'ont pas le profil de l'équipe qui peut nous embêter énormément. Parlons-en justement, c'était le point suivant, messieurs, de revenir sur les points forts de cette équipe de Portland. Bon là j'en vois 3 sur cette bubble, 4, peut-être 4. Et notamment les faiblesses sur lesquelles Frank Vogel doit se pencher et va devoir insister pour arracher cette série en play-off. Les points forts, messieurs... Mais déjà, le fait que tu utilises le mot arracher, ça m'explose déjà. C'est parce que... Bref, pardon. Faut la dramaturgie un peu, Ouais, c'est ça. Monsieur des vocabulaires, pardon. C'est ça, c'est mon côté lyrique. J'en vois 4 points forts, messieurs, vous me corrigez si je me trompe, mais en tout cas, il y en a un gros qui s'appelle Damian Lillard. Voilà. Je te vois venir à demi, vas-y. Je te vois venir arriver. Non, les autres, c'est juste la présence de CJ McCollum qui forme avec Damian Lillard un backcourt qu'il va falloir surveiller. Donc, est-ce qu'en défense, nos joueurs sont capables de tenir ces deux, même si McCollum est diminué physiquement? Gary Trent Jr. qui est très chaud sur cette bubble, sur cette NBA bubble, et la défense intérieure avec Hassan Whiteside et Yusuf Nurkic qui vont cadenasser Anthony Davis. Messieurs, comment contourner ces points forts? Comment éviter que Portland joue sur ça? Je vais prendre la parole. On a expliqué il y a pas très longtemps que parmi nos points forts de la saison, il y avait la défense et en particulier la défense au périmètre. Donc techniquement, si tu veux, leur point fort rencontre notre point fort aussi. Et on peut l'étendre aussi au cas Nurkic, Whiteside à l'intérieur, avec AD et Maggie Howard, tu dois pouvoir les accueillir sur les panneaux sans trop de problèmes. Mais bien sûr. Tu as déjà un premier élément de réponse. Et là, je vais te lancer la balle, Nas. Est-ce que la réciproque est exacte? Bon, allons-y, parlons-en. Non, évidemment qu'elle ne l'est pas. Je veux dire, est-ce que aujourd'hui, aux Blazers, on a des joueurs
capables, je l'avais tweeté, et la question, c'était un peu une question rhétorique, est-ce que les Blazers ont sur le papier un match-up qui leur est favorable face, je parle défensivement, face à LeBron James et Anthony Davis, ne serait-ce que même juste face à Anthony Davis, puisque Anthony Davis à lui seul peut plier n'importe quelle équipe. On l'a vu pendant la saison régulière et on l'a vu même pendant la bubble d'ailleurs, puisque à des moments où il a été très très bon, il était tout simplement injouable. Est-ce que les Blazers ont des arguments contre Anthony Davis? Non, je veux dire manifestement non. T'as effectivement dans leur secteur intérieur, t'as Jusuf Nurkic qui. Imaginons, allez, on est à la configuration où AD poste 4, ok? Ouais, ok. Qui met en face? Pour AD, t'aurais Gary Trent Jr. du coup j'imagine, ou Carmelo Anthony. Non, voilà, c'est Melo face à AD. Melo. C'est une beau choix. Non, c'est Melo face à LeBron et Hassan Whiteside au périmètre face à AD. Oui, voilà. Mais tu vois, quand tu penses à cette config. Non, mais Terry Stotts n'a pas joué avec des Twin Towers en playoff, il y a quand même faire ça, tu vois. C'est pas Luke Walton. Non, mais je veux dire, après, c'est sûr qu'on va passer pour des mecs hautains, présomptueux et tout, mais je veux dire, les faits sont devant nos yeux. Comment tu peux avoir peur pour une série où c'est Carmelo Anthony qui va devoir gérer ton meilleur joueur, LeBron James, en défense, j'entends, et Hassan Whiteside qui va devoir défendre sur AD. AD qui est capable d'écarter le jeu, qui est capable de rentrer dans la raquette et pas d'entrer dans la raquette avec des lay-ups au poste uniquement. Le mec, il a quand même un skill set incroyable, que ce soit du spin move, du post fade, du post hook et tout ce qui s'ensuit. Et puis aussi, surtout, on en parlait en privé et il faut aussi préciser, Hassan Whiteside, typiquement, c'est le joueur qui fait beaucoup de fautes. Et nous, on a un intérieur aux Lakers qui est très très bon au lancer franc et qui provoque très facilement des fautes. Et qui est cet intérieur? C'est Anthony Davis, tu vois. Donc, je veux dire, pour moi, l'équation, elle est sous nos yeux, quoi. Elle est résolue sous nos yeux. À mon avis, on va avoir une série où Hassan Whiteside va devoir par moment défendre sur Anthony Davis, évidemment, et il n'arrivera évidemment pas à le tenir, puisque Hassan Whiteside est loin d'être un bon défenseur. Et c'est bien, je suis assez content. On a des gens qui nous suivent, qui faisaient le distinguo entre les stats brutes au bloc de Whiteside et sa nullité défensive, parce que pour le coup, lui, c'est vraiment celui qui te montre que cette règle du joueur qui intercepte beaucoup de ballons ou qui bloque beaucoup de ballons n'est pas forcément un bon défenseur. Et Hassan Whiteside, c'est l'exemple parfait. Il va bloquer parce qu'il est tout le temps sous le cercle et il est grand, athlétique, donc il va forcément bloquer des tirs. Mais dans l'absolu, c'est pas du tout un bon défenseur, que ce soit en 1vs1, même sur le pick and roll. Enfin, il est hideux en défense, ce mec. Le souci avec Whiteside, c'est qu'il faut différencier bon défenseur et un défenseur versatile, donc qui est capable de faire beaucoup de choses en défense, et un bon protecteur du cercle. Whiteside reste un bon protecteur. Mais par exemple, on va reprendre son parcours. Lui, il vient de Miami, mais aujourd'hui, jamais tu réfléchis entre Bam Adebayo pour défendre et Hassan Whiteside. Absolument. Voilà. Absolument. Mais moi, je répète la question, c'est il y a vraiment Whiteside et Nurkic ensemble sur le terrain? Ah bah non. Oui. Whiteside, il a dit, ils peuvent jouer ensemble. Donc. Hassan peut faire des triples-doubles. Hassan peut Hassan peut aller à la plage, peut compter les coquillages. Hassan fait tout. Okay. Quand on va démarrer avec le 5, on va forcément qu'AD va se retrouver avec quelqu'un de beaucoup plus petit. Hein. Ça va être soit Zach Collins. Anthony. Non, Collins, c'est celui qui allait le faire gagner le titre. Il n'est pas là, heureusement pour nous. Et non, il manque, c'est ou Nasir Little ou c'est Carmelo Anthony. Ouais. Tu vois, non, mais après, parce que effectivement, quand tu penses à la config Nurkic Whiteside ensemble, c'est impossible. T'imagines la gueule du spacing de cette équipe avec ces deux bigs sur le terrain. Parce que il faut pas que les gens se méprennent sur Jusuf Nurkic. C'est pas parce qu'il met des tirs à 3 points là contre les Grizzlies sur ce match de play-in que c'est un bon tireur. C'est un médiocre tireur à 3 points. Donc il en mettra pas beaucoup contre les Lakers. Tu peux pas l'aligner en 4. Hein, tu peux. En plus, non, évidemment. Tu peux demander de shooter à 3 points en étant en 5 de temps en temps, mais si jamais tu veux rester sur ton pari fou et sur cette lancée de réussite, mais à la limite pouvoir ce rôle-là, mais sinon non, ils vont être obligés de jouer petit. C'est ça. Oui, bien sûr. Et plus que cette opposition, à savoir qui met face à, cette lecture totalement basique et juste, qui mettre face à AD et qui mettre face à LeBron, c'est aussi la défense collective. Tu peux essayer de contrebalancer les forces adverses, et notamment par exemple LeBron, avec une grosse défense collective. Et aujourd'hui, ils en sont loin, Portland. Ils en sont loin. Ils en étaient loin avant le confinement. Ils en sont loin après, parce que même aujourd'hui, sur cette bubble où ils marchent sur tout le monde, ils marchent sur tout le monde offensivement. Ils sont 28e au def rating. Oui. Et ils étaient 27e avant ça. Oui, c'est pas une bonne équipe en défense. Ça, tout le monde le sait, mais je crois que beaucoup trop de gens ferment les yeux en ce moment sur Twitter
par rapport à toutes l'ébullition qu'a créé leur entrée en play-off. Mais oui, beaucoup de gens oublient que c'est une équipe médiocre défensivement, quoi. Et très dépendant des gros coups de chaud en attaque. Lillard et McCollum. Ouais. En attaque. Et McCollum. Parce que McCollum aussi McCollum sort un très gros match contre les Grizzlies. Ouais. C'est même lui qui fait le taf. Ah oui, c'était pas Lillard contre les Grizzlies, c'était plutôt Melo et McCollum. Donc bon. Après, est-ce qu'on peut aussi, je dirais, il faudrait vraiment que si Portland, pour que Portland fasse l'upset, il faudrait que tu aies un nombre quand même incalculable d'alignements des planètes. Hein. Ah oui. Tu vois, c'est beaucoup de choses qui doivent se passer pour eux et beaucoup de choses qui doivent mal se passer pour nous. C'est ça. Et on est quand même une équipe qui globalement est solide aussi. Et c'est pour ça que je suis pas inquiet, moi. C'est parce qu'on a une équipe qui, je trouve, mentalement est plutôt solide. On a vu des beaux closings de l'équipe tout le long de la saison régulière. Il n'y a pas de raison que ça change maintenant à arriver en playoff, surtout avec un LeBron surmotivé et survolté, quoi, tu vois. Mais Clément, il faut crever l'abcès, il faut qu'on parle, on va dire, maintenant, en allant en frontal, de notre quoi penser des matchs de la bubble jusqu'à présent. Parce que c'est ça qui inquiète les gens. C'est d'avoir aligné un grand nombre de défaites. Et donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire de quoi penser de cette série-là? Alors, par exemple, un grand nombre de défaites, à noter qu'on gagne contre les Clippers et contre les Nuggets, qui sont quand même pas... oui, et à partir de ce moment-là où on a assuré notre premier rang, les mecs n'ont plus accéléré, quoi. C'était plié, on a mis tout le monde d'accord en battant les Clippers et en assurant quasiment le first seed, ce qu'on a fait un peu plus tard dans cette bubble, et après voilà, c'était fini. On a levé le pied, on a fait des line-up, on a expérimenté un peu, donc tu le vois d'ailleurs contre les Kings. Bah, tu vois, tu fais jouer un petit peu tes starters dans le premier quart-temps, puis après c'est vraiment la troisième rotation qui a joué l'essentiel du match. Oui, c'était des minutes très réduites pour nos starters. C'était même des minutes qui, même si n'étaient pas forcément réduites sur le papier, qui l'étaient en tout cas en termes d'intensité. Tu voyais que LeBron on avait un peu rien à foutre, que Anthony Davis pareil, que c'était un peu la roue libre, que ce soit sur la sélection de tir, que ce soit sur le fait de prendre vraiment ces matchs au sérieux. Mais moi je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Moi les Lakers, je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. Je vois mal LeBron James foutre en l'air ou plutôt s'endormir complètement à ce moment-là de la saison, alors qu'il a été excellent tout le long, qu'il a fait une très très bonne préparation pendant le confinement. Tu le voyais, il était motivé, il était très 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 assidu. Donc moi je me fais pas de soucis par rapport à ça. L'abcès pour moi il doit être crevé parce que on a beaucoup de gens qui nous en parlent, mais moi j'ai pas d'inquiétude outre mesure par rapport à tout ça, quoi. On va voir si nos shooters seront en forme aussi. Tu l'as dit dans un précédent podcast, si nos shooters sont en forme, sachant que Portland est l'avant-dernière, est la deuxième pire défense de la ligue derrière Golden State aux 3 points. Allez, s'il vous plaît les gars, réveillez-vous un peu et ça va le faire facilement. Je suis d'accord. C'est sûr qu'il suffirait qu'on mette 8 à 10 points par match pour déjà quasiment être sûr de les sweeper, quoi, pour ne pas être trop vulgaire, mais honnêtement, quoi, tu vois. Les gars, donc niveau point fort, nous ça devrait le faire. Est-ce que vous voyez des joueurs, on en a parlé dans le précédent podcast, Dion Waiters qui va être utile notamment en sortie de banc, des joueurs qu'il va falloir cibler, qui vont devoir se réveiller en tout cas, qui vont avoir un gros taf à faire, que ce soit offensivement ou défensivement. Chez qui vous attendez un step-up énorme sur ces playoffs? KCP. Sur cette série face aux Blazers, tu veux dire, ou sur les playoffs? C'est ça. Non, sur cette série face aux Blazers. Premier tour. KCP, KCP du coup, puisqu'il déjà il intègre le 5 à la place de Bradley. Donc c'est beaucoup de responsabilités. Non, je suis bête, pardon. Donc, en fait, la ligne arrière, donc KCP, Waiters et Danny Green. Il faut que maintenant Danny Green sorte, il faut qu'il sorte du bois. Et que, elle est maintenant Coco. On t'a recruté, on t'a donné quand même 15 millions par an juste pour ça. Juste pour qu'en playoff, tu sois une valeur sûre. Donc maintenant, il faut arrêter avec les dents de scie, il faut arrêter avec le yo-yo. Voilà, maintenant, en attaque, tu vas prendre tes 5-6 tirs à 3 points, tu en mettras 3 à 4 par match, s'il te plaît. C'est ce qu'on attend de ça de toi. Il y a des rumeurs aussi qui ont un peu fuité suite au forfait d'Avery Bradley, qui était vraiment Avery Bradley, qui c'était notre défenseur numéro 1, non pas dans l'efficacité, mais en tout cas le défenseur qui était assigné au guard dominant. C'est ça, au guard dominant. Et en fait, des rumeurs font état que en fait, Danny Green a clairement dit que c'était à lui maintenant d'assumer cette charge-là. Est-ce que vous pensez que Vogel va procéder à ce changement? Est-ce que vous pensez d'ailleurs Danny Green capable de ralentir Damien Lillard? Évidemment, et s'il arrive à ralentir un petit peu Kawhi Leonard sur certaines possessions, je ne sais pas pourquoi il pourrait pas ralentir Damien Lillard. Le profil, en tout cas, c'est pas. Le profil est différent, c'est clair. Lillard est beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide et
je pense aussi que notamment à 3 points, il a une aisance. Ça doit probablement. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Damian Lillard, c'est que il est dans la ligue, à mon humble avis, le joueur qui est le plus capable de s'ouvrir son tir à 3 points, même encore plus que Curry. Même Curry, on va dire à son pic, il a pour moi le step back le plus clean de toute cette ligue, Damian Lillard, en comptant vraiment tous les joueurs. Ça ne plaira peut-être pas aux fans de James Harden, mais je le pense vraiment. Donc Danny Green aura fort à faire pour tenir Damian Lillard, qui en plus bénéficie de beaucoup de screens, de Nurkic notamment. Donc la question qui se pose, c'est manifestement vas-y Adri. Ouais, j'ouvrais une parenthèse, il faudrait qu'on pense aussi à ce que c'est que la défense de Danny Green. Alors moi là-dessus, c'est que Danny Green, c'est pas un défenseur qui va, pour moi, qui va éteindre son le meilleur joueur adverse. Le seul truc, c'est que la manière dont il défend, c'est qu'il va pousser à chaque fois l'attaquant à prendre un tir compliqué. Il le met toujours dans une position difficile. Mais maintenant, si l'attaquant est chaud et que il met son, tu vois, il peut quand même mettre son tir, Danny Green ne va pas pouvoir faire grand chose par rapport à ça. Tu le vois notamment face aux Nuggets, où Murray a un enchaînement de 2-3 tirs où il lui fait ce qu'il veut, à Danny Green. Mais c'est vrai qu'il le force là, et c'est dans la défense collective. Tu vois, si d'un coup ça s'endort un petit peu tu vois, hop là, une main active et on fait sauter un ballon. Si c'est une mauvaise passe, hop là, Danny Green est là-dessus. S'il faut couvrir et aller au contre, il va être là. Tu vois, ça c'est la défense de Danny Green. Moi, c'est pour ça que je suis pas. Là, c'est marrant que vous en parliez parce que j'étais surpris, moi, justement, du match contre les Nuggets de voir ce 5 de départ quasiment avec Danny Green dans le poste de numéro 1, puisque sur le terrain, tu avais démarré avec LeBron James, Danny Green, Kuzma, AD et Maggie. Donc techniquement, c'était ça. Donc tu avais Danny Green qui devait défendre sur Murray. C'était notre seul guard en fait de métier, Danny Green, sur ce 5 de départ. Ce match-là. Donc je pense par contre que c'est pas une super idée pour moi de faire ça parce qu'il a pas vraiment la vivacité latérale où tu vois le rôle de pitbull peut avoir un Bradley. Je vois plus quand même KCP dans ce rôle-là. Donc je maintiendrai KCP dans un remplacement stricto sensu de ce que faisait Bradley avant qu'il nous quitte. Moi j'ai peur de mettre KCP sur Damian Lillard. Moi ça me fait peur quand même parce que KCP est certes une réactivité latérale qui est effectivement supérieure à celle de Danny Green. Je pense que le eye test le confirme directement, mais il faut plus comme technique de défense que le skill set qu'a KCP pour arrêter Damian Lillard. Damian Lillard, il a pas peur tu lui mets KCP en face de lui, il s'en bat les couilles. Je veux dire, il va tirer le logo sur sa gueule, il va même pas le respecter, tu vois. Donc je sais pas, moi Lillard, sur le drive, c'est compliqué. Ouais, aussi ouais. Moi Lillard, je ne vois plus le travailler comme disait effectivement, au mental et au mental, c'est Danny Green qui peut l'épuiser et le fatiguer, tu vois. Ouais, le faire sortir le faire sortir de son match un petit peu, tu vois, parce que c'est ça finalement Lillard quand Lillard est locked-in, il est inarrêtable et vraiment il est inarrêtable. Mais quand il commence à un peu sortir de son match, c'est là qu'il devient moins efficace et moins valuable pour son équipe. Et très franchement, si on arrive à, ne serait-ce que sur 2-3 matchs, faire ça, c'est-à-dire arriver à le faire sortir de son match et le limiter à 20-25 points, sachant qu'il va beaucoup jouer Lillard sur cette série playoff, donc faudra pas s'étonner de le voir tourner en moyenne à 30-35 points de moyenne sur la série. Moi ça m'étonnerait même pas parce que voilà, il va beaucoup jouer. C'est ça, exactement. Si on arrive à le limiter à 20-25 points sur quelques matchs, avec on va dire une efficacité moyenne, je pense qu'on va s'en sortir très très facilement. Vraiment. Je rejoins la réflexion. Est-ce que, comme tu suggères Nastois, Danny Green doit être affilié à la défense, assigné à la défense sur Lillard, ou ça doit être quelqu'un d'autre, comme je sais pas, KCP ou Caruso quand il rentrera, et se servir des qualités de défenseur off-ball de Danny Green sur McCollum et donc couper Lillard de tout soutien offensif, ou au contraire mettre Danny Green dessus. Moi, il faut varier les trois. Ouais, il va falloir ajuster justement, comme tu dis, varier pour éviter que Lillard s'habitue et trouve la parade à. C'est ça, c'est exactement ça. Et encore une fois, de comprendre aussi avec qui ça se passe le mieux, qui c'est qui arrive à le faire le plus sortir de son match. Si c'est Danny Green, que ce soit Danny Green. Si c'est un autre, ça doit être un autre. Parce que moi, je vois pas pour moi, la solution contre les Blazers actuels, tels qu'on les a vus pendant la bubble et pendant même le play-in, moi, je vois mal les Lakers gagner. Alors, pas à proprement parler, mais je parle gagner, on va dire, en termes de match-up,
en limitant les amis de Damian Lillard. Pour moi, Damian Lillard est capable aujourd'hui. On l'a vu avec d'une efficacité folle sur beaucoup de matchs pendant la bubble. Il est capable à lui tout seul de plier l'équipe adverse. Tu vois. Il s'en branle même que McCollum mette des points à côté. Sur certains matchs, on l'a vu. Quand tu tournes à 50 points avec une efficacité folle, 50 points en pas beaucoup de tirs, très franchement, t'en as rien à cirer que McCollum apporte même ne serait-ce que 15 ou 20 points à côté de toi. D'autant qu'en plus, on a vu qu'il avait quand même une solution de scoring autre que McCollum. Melo peut mettre des points, Nurkic peut mettre des points. Gary Trent Jr. peut mettre des points. Non, mais, non, mais on en rigole, mais c'est vrai. Donc c'est sûr que, pour moi, la solution, c'est pas de vouloir s'occuper de McCollum en priorité pour freiner Lillard. Pour moi, comme vous le disiez, c'est alterner entre nos trois défenseurs, entre nos trois gardes défensifs et voir qui arrive à le limiter le plus possible. Parce qu'on ne pourra pas l'arrêter. Mais pour qu'Anthony, Nurkic et Trent marquent pas mal de points, ça veut dire que Lillard est très à l'aise sur le drive. Donc, à mon avis, vraiment, le premier souci, c'est lui interdire le drive. Pas qu'il fasse ce qu'il veut là-dessus. Si tu lui ouvres toutes les possibilités, le lay-up, la passe, là, à partir de là, tu vas vivre un cauchemar. Mais c'est là que les gars, je voulais soulever une question. Si tu le pousses au périmètre et que tu lui imposes, ces tirs impossibles, qu'il les prenne, ceux-là. Tant pis s'il nous met 40 points parce qu'il met des tirs. De toute façon, tu peux pas défendre ça. Donc tant pis. Mais voilà. Et sur le drive, se pose la question de l'aide d'Anthony Davis d'ailleurs sur la drive de Lillard aussi. Parce que j'allais dire, je suis pas prêt à voir Anthony Davis se faire abuser en voyant Lillard lui shooter sur la tête, ça m'ennuierait fortement. Oui, mais pas forcément. Oui, voilà, pas forcément sur le shoot, mais en tout cas sur le drive, Anthony Davis est à mon humble avis totalement capable d'emmerder Damian Lillard complètement. Je l'en pense capable. Effectivement, ça va m'emmerder de le voir défendre en isolation sur Lillard après avoir réussi à l'isoler sur un screen, mais en tout cas sur de l'aide sur un drive, moi je pense qu'Anthony Davis fera fermer des bouches aussi à mon avis sur cette série. Messieurs, est-ce qu'on nous reparle des forces des Lakers? On l'a évoqué au précédent podcast, ou on passe directement vers votre pronostic? On va se mouiller un peu. Pronostic, quand même, ouais. Allez. On va se mouiller un petit peu, bien sûr. Pronostic, allez Adrien, tu sembles chaud. 4-1. Ouais, j'allais dire 4-1 aussi. Pour Portland? Évidemment. Parier. On a un petit pronostic avec Betclic, donc allez, sinon, je déconne. 4-1 Lakers pour moi aussi. Je vais pas mouiller, je vais dire 4-1, en sachant que si jamais on se fait sortir, je l'ai déjà annoncé pour le match amical face à Dallas. J'avais dit que c'était sûr que les Lakers sortiraient comme ça. La team premier degré était tombée dans le panneau. Bon, ok. Donc voilà, assez facile avec un Damian Lillard qui peut amener les Lakers en grattant un petit match avec 51 points sortis de derrière les fagots. Non, mais tu vois bien que on n'est pas des masterminds et on n'a pas la science infuse, mais je veux dire, on est quand même trois fans qui suivent le sport et la franchise depuis un moment et on n'est pas inquiet. Donc moi, c'est pas des tweets en majuscules d'ESPN ou de Bleacher Report m'expliquant que Damian Lillard est injouable et est un putain de monstre que pour autant il faille que je m'affole sur cette série face aux Blazers France, franchement. Ouais, ou Blazers France effectivement qu'on salue, mais que voilà. Moi, personnellement, je vois pas 4-1. En tout cas, ça annonce quand même une belle série. Une belle série à regarder. Oui, ça va être, c'est une belle série à regarder. En fait, Portland est une équipe agréable à avoir joué en plus. Hein. Donc, ça va être sympa. Qu'on va live tweeter d'ailleurs en entier, Nas. Oui. Avec Adrien. Oui. Tous les trois, on va essayer de live tweeter tous les matchs. Voilà. Prévu. Est-ce que vous voulez qu'on rajoute quelque chose sur ce podcast, messieurs? Non, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Non, je pense qu'on a fait le tour et on se reverra un peu plus tard, à l'issue de cette série et pour parler de la prochaine opposition, si jamais on passe. Si jamais on passe. Allez, on souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, messieurs. Faut que les Browns lèvent tout le monde en playoff. Totale confiance au roi. À bientôt, messieurs, dames. Ciao.